vous êtes architecte, si je ne me trompe pas, pour AA Group, Oui, c'est ça? Est-ce qu'on peut vous demander rapidement de vous présenter votre agence, un peu votre parcours aussi pour les étudiants et les personnes qui nous suivent, finalement, parce qu'il n'y a pas que des étudiants. très bien. Eh ben, bonjour à tous, donc, je m'appelle Jonathan, je suis architecte de formation et je suis employé aujourd'hui dans une agence d'architecture qui s'appelle la Groupe. Et quotidiennement, en fait, j'exerce le métier de BIM manager. C'est-à-dire que je m'occupe plutôt de la gestion de l'infrastructure numérique dans les projets de mes collègues qui sont répartis dans plusieurs localités, hein. À la Groupe intègre 6 agences d'architecture qui sont à la fois sur Clermont-Ferrand, Lyon, Valence, Saint-Étienne, Paris et Dijon. Et mon rôle là-dedans, c'est de faire en sorte qu'en interne, la formation sur le BIM soit optimale et puis d'accompagner mes collègues sur les conventions BIM, sur la négociation des contrats et puis sur la technicité du BIM dans les projets BIM. Voilà. Il y a beaucoup de mots BIM, mais bon, on va s'y faire. Voilà, tout simplement. D'accord. Et donc, enfin, par conséquent, vous êtes, en tant que BIM manager, vous assurez un suivi, un cadrage de tout ce qui est des maquettes numériques pour l'agence. Si... Est-ce que vous pourriez nous expliquer en deux mots comment? Le, c'est super. Émission? Dès le début, je perds mes mots. Pardon. Oui, c'est ça votre mission, c'est plutôt du soutien ou alors vous êtes vraiment au cœur dans la conception avec les archis? D'accord. Bah, effectivement, c'est une bonne question parce que le métier de BIM manager peut être très très différent en fonction de la taille de l'agence dans laquelle on se trouve, des types de projets. À Groupe, on a des projets de construction qui vont de petits projets, c'est-à-dire 2 millions de coûts de construction, jusqu'à 20, 30, 50 millions. Voilà. Donc en fait, dans tous ces projets-là, dans le personnel d'agence, des projets en BIM, on peut avoir à la fois des projets en BIM, des très petits projets comme du 2 millions en marché public jusqu'à du 15. Donc là-dessus, en fait, moi j'ai une double casquette. Je m'occupe à la fois en interne, en tant que BIM manager interne, si vous voulez, de faire monter en compétence les équipes pour qu'elles puissent répondre elles-mêmes à tous les cas de figure dans les projets BIM. Et puis ensuite, j'ai des missions en tant que BIM manager dans la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire dans tous les projets qui sont avérés en BIM, dans lesquels on a un contrat, dans lesquels on a une convention à laquelle on doit répondre. J'aide mes collègues pour pouvoir challenger les BIM managers extérieurs, m'assurer que les demandes en BIM ne sont pas contradictoires avec la gestion de notre temps. Hein, combien de temps on va mettre pour pouvoir produire ce qui est demandé, quels sont les écarts, qu'est-ce qui est véritablement demandé par rapport au cahier des charges du client. Parce que, voilà, comme dans tout process BIM, on peut avoir des écarts et du coup, ces écarts-là, il est nécessaire de les maîtriser. Sinon, on perd notre temps, on s'engage dans des manipulations numériques, informatiques de folie et on perd le fil. Et après, par ailleurs, donc, je suis moi-même, je m'occupe de vendre et d'assurer les missions de BIM manager, donc qui peuvent être avec des agences d'archi complètement différentes, extérieures à la groupe. Et du coup, là, j'exerce mon métier de maître d'œuvre, mais pour des missions de BIM manager. Donc, je mets en place le processus. Donc, une fois qu'on a fait le tour de la table avec les intervenants d'un projet, on essaye de mettre au point un processus donc, qui peut intégrer l'IFC, par exemple, qu'on retrouve la plupart du temps dans les projets. Voilà. D'essayer de construire un peu sur quel type de fichier on va échanger, quels vont être les détails en fait, qu'on va mettre sous forme d'une convention. Vous voyez, donc, je rédige la convention et puis on avance comme ça dans le projet dans le but de s'assurer que tout le monde puisse échanger les données du projet et que ça participe à la qualité du projet. Que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de membres de l'équipe de maîtrise d'œuvre, ou même plus largement des entreprises, une fois qu'on arrive sur le chantier, qui soient laissés pour compte dans cette nouvelle mouvance un peu numérique. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'accompagner tout le monde. Voilà. Donc, trois types de missions bien différentes en fonction de où je me place dans les projets, dans les offres, etc. D'accord. Et du coup, AA Group, vous le disiez, regroupe 6 agences, si je ne me trompe pas. Six Il y a 6 sites. localités différentes, ouais, c'est ça. Et donc, vous êtes seul BIM manager pour accompagner les 6 sites différents ou est-ce que vous êtes plusieurs au sein d'une agence? Alors, on est organisé de la manière suivante. Effectivement, il y a un BIM manager référencé comme tel. Et ensuite, chaque agence a un référent qui va permettre avec lequel je vais pouvoir échanger, en fait, tout simplement. Du coup, on a un pôle BIM où je travaille avec les référents BIM pour pouvoir faire monter en puissance nos méthodes,
le soutien à l'ensemble de nos collègues qui travaillent sur nos projets en parallèle. Et puis là, on va bientôt prendre en charge un stagiaire sur une durée de 6 mois pour pouvoir développer un peu l'ensemble des missions et du développement numérique de nos méthodes en interne. Parce qu'il y a énormément de sujets à traiter et l'idée, c'est de renforcer un peu ce qu'on veut faire, c'est-à-dire l'analyse de maquettes, développer la qualité aussi de nos maquettes, de nos méthodes, de nos objets. C'est-à-dire que vous Après, avez déjà effectivement, vous trouvé, l'avez dit. Pardon. stagiaire que vous avez déjà trouvé ou alors on propose C'est en plusieurs cours. C'est techniques, en cours, ouais. donc, J'ai un entretien jeudi. Demain soir. D'accord. Et ça me fait poser une question personnellement, c'est quelle formation, enfin, est-ce que vous avez suivi une formation spécifique pour en arriver là? Ou est-ce que vu que c'est des technologies qui sont quand même récentes, vous avez pris un peu le train en marche, hein, comme on pourrait dire, et vous avez saisi votre opportunité? Et ben, personnellement, ouais, là-dessus, c'est un peu sec sur mon CV. Moi, je suis sorti de l'école en 2016 à la suite d'une HMO. Je suis rentré dans l'agence à groupe en fin 2016. Donc, non, en fait, j'ai que des formations professionnelles continues. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire dans le cadre d'une agence en tant que salarié. Et voilà, j'ai eu des formations sur Revit, de type perfectionnement. Ensuite, j'ai eu des formations courtes, voire sur le BIM management, mais de l'ordre de 5 jours, des choses comme ça. Donc, en termes de Donc, formation, c'est très, très court. des formations externes à l'agence, par contre. Voilà, c'est les formations qui s'appellent des formations professionnelles continues. Effectivement, quand vous êtes salarié, vous allez faire une formation de quelques jours par-ci par-là. Mais la majorité du contenu que je gère aujourd'hui, c'est l'auto-formation. d'accord. Mon petit doigt me dit que vous utilisez au quotidien la programmation visuelle. Oui. Est-ce que vous pourriez un peu nous en expliquer plus dessus? Parce que la programmation visuelle, ça peut paraître un peu abstrait. Ouais, complètement. Bah oui, c'est très abstrait au début et je dirais même que c'est une langue complètement différente. C'est vraiment apprendre. Pour nous, Européens, ça revient à dire voilà, on se met à apprendre le chinois. Et puis l'idée, c'est de maîtriser le chinois pour pouvoir faire ce qu'on veut plus ou moins avec le logiciel. Donc, la programmation visuelle, ça se retrouve dans plein de logiciels différents. Nous, on l'a dans le monde de la construction de bâtiments, mais finalement, c'est une méthode, une des méthodes pour pouvoir manipuler un logiciel. Je vous donne d'autres exemples dans le jeu vidéo, par exemple. C'est très utilisé dans le jeu vidéo pour pouvoir construire de la modélisation à des fins de jeu vidéo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple? C'est très utilisé dans le développement informatique. Plus largement, on va rester avec des termes valises comme ceci. Et du coup, dans le bâtiment, en gros, là, je vais quand même être plus concret. Moi, je me sers de la programmation visuelle dans Revit pour pouvoir personnaliser le logiciel pour des architectes. Voilà. Je pense que vous avez déjà entendu plein de débats. Il y a plein de comparaisons aujourd'hui entre le logiciel et l'architecture qui permettent de faire l'architecture. En tête, on a Allplan, Archicad, Revit. Et puis, ces logiciels-là ont des grosses différences, si vous voulez, dans la mesure où on doit se poser la question en quoi le logiciel répond à mes besoins d'architecte. Voilà. En tant qu'architecte, c'est les questions qu'on se pose avant de choisir un logiciel. Et A Group a fait le choix de Revit dans le but d'intégrer plus tard des disciplines différentes, de jouer sur cette question de la pluradisciplinarité avec des ingénieurs, structures, des économistes, etc. Voilà, donc c'est une stratégie qui a été en place. Et moi, en tant que manager, je me sers de la programmation visuelle pour personnaliser Revit et le faire correspondre aux besoins des architectes. Parce qu'il y a plein de boutons qui manquent et la programmation visuelle répond à ce besoin-là. C'est mettre en place, créer des petits programmes sans avoir besoin de coder, c'est-à-dire taper des lignes de code. Et la programmation visuelle, c'est un enchaînement de petites fonctionnalités qu'on se sert graphiquement, qu'on connecte et qui permettent de créer un programme. Voilà. Donc, en termes d'interface, il y a plein de manières de reprendre différentes. Vous avez des contre-exemples de programmation visuelle dans d'autres logiciels. Il n'y a pas que Revit qui fait ça. Il y a par exemple Rhinoceros. Il y a un exemple qui est plus parlant, c'est Grasshopper, qui est le nom d'un autre outil de programmation visuelle. Et moi, dans l'agence, je me sers de Dynamo, qui fonctionne nativement avec Revit. Voilà. Quand vous êtes sur un logiciel, vous avez plus ou moins le choix de la programmation visuelle. En l'occurrence, quand vous êtes sur Revit, vous n'avez pas trop le choix. C'est Dynamo. Voilà.
Donc, c'est la programmation visuelle, si je comprends bien, c'est de la programmation qui va affecter le logiciel utilisé directement, donc là, en l'occurrence Revit, pour lui donner, entre guillemets, des capacités qu'il n'avait pas initialement pour faciliter la modélisation et la pratique sur la maquette numérique. C'est ça, exactement. Et Effectivement. l'adapter Le à la logiciel, en fait, a plein de... Pardon. et l'adapter à la pratique architecturale en Et agence. oui, c'est ça. La programmation, ça reste un outil, hein, on peut en faire ce qu'on veut. Hein. Effectivement, les meilleurs exemples qu'on trouve, vous l'avez bien résumé, c'est on parle de modélisation, donc ça va être pour pouvoir créer de la forme, par exemple, créer de la géométrie, hein, placer des éléments dans la maquette, créer une géométrie spécifique, l'adapter en fonction du fonctionnement du logiciel, ou traiter de la base de données. C'est un peu les deux grandes disciplines qu'on peut retrouver dans une maquette numérique pour le bâtiment. Bah, voilà. Soit on s'en sert pour créer la géométrie, soit on s'en sert pour traiter la donnée. Donc lire des données sur les paramètres, jouer avec, en constituer de nouvelles données, la faire rentrer dans de nouveaux paramètres. Voilà, c'est vraiment, ça a une grande force là-dessus. Donc, un moyen de faire évoluer les capacités du logiciel au-delà un peu de ses limites. Nous, par exemple, en tant que juste simple étudiant, on galère déjà juste à faire des murs et bien les composer sur Revit. Mais en tant que professionnel, vous, à quelle limite des logiciels vous êtes confronté dans la Là, pratique par exemple, professionnelle? très bonne exemple, très bonne question. Très bonne question. Bah, par exemple, nous sommes architectes. Nous avons besoin de calculer les surfaces totales par logement. Donc, dans Revit, nous avons la possibilité de positionner des pièces, de renseigner ces pièces avec des numéros de logement. Mais Revit n'est pas adapté, dans ce sens, à un architecte qui a besoin de faire des surfaces totales par logement. Alors oui, il est dans les nomenclatures, par exemple, si on commence à rentrer un peu dans le détail, vous pouvez faire des tableaux et avoir accès à cette information, mais il ne répond pas à l'usage graphique de visualiser ces résultats dans le plan. C'est-à-dire de pouvoir étiqueter, de calculer en automatique, pardon, je précise, calculer automatiquement les surfaces en fonction de toutes les modifications que vous allez pouvoir faire dans une journée, dans une semaine, dans un mois. Il y a énormément de modifications au cours d'un projet. Et l'idée, ce n'est pas de recalculer à la main toutes ces surfaces. Hein, l'idée, on est vraiment dans un processus numérique, on est dans une écologie de la modification, on cherche à avoir le moins d'erreurs possible. Donc, il faut tendre à tout prix vers des automatisations de ces informations-là, puisque sinon, on a une marge d'erreur beaucoup trop importante. Ça revient à dire faire partir des plans avec des surfaces annotées à la main sur, je ne sais pas moi, peut-être 105 pièces dans un projet de logement qui commence à être conséquent. Donc là, concrètement, c'est l'horreur. Voilà. Donc en fait, c'est des outils comme ça, ça permet d'automatiser ça, ça permet de jouer un peu avec Revit. Nativement, il est capable de donner l'information dans un tableau. Et la programmation visuelle permet de faire redescendre cette information dans les pièces directement et de pouvoir l'étiqueter. Voilà. Donc ça veut dire qu'on calcule la donnée, comme le fait la nomenclature, mais on l'écrit dans les pièces, dans le but de l'annoter sur nos plans. Donc vous voyez, en fait, le besoin est très précis et ça nécessite de savoir exactement ce qu'on veut. Bon, je vous rassure là-dessus, les architectes savent exactement ce qu'ils veulent. Comme souvent, mais du coup, c'est vous qui venez à paramétrer ces schémas de code, du coup, parce que ce n'est pas des lignes de Ouais, code, c'est ça. schémas, pour répondre à la demande des architectes qui vous l'envoient, en fait, si je comprends bien. En tant Ouais, que c'est un peu manager, ça. c'est vous qui vous chargez de cette tâche et qui leur facilitez, du coup, leur boulot de conception et de réal derrière. Alors après, il ne faut pas faire l'amalgame, attention, là, je préfère bien préciser, ces tâches-là, je les fais en interne. C'est-à-dire, je les fais pour mes équipes à groupe. Ce n'est pas du tout une prestation que je fais dans le cadre où je suis manager sur un projet, où je travaille avec des gens extérieurs à mon entreprise. Et du coup, pour le coup, je fais ce qu'on attend d'un manager au sein de la maîtriseur. Là, ce sujet de la programmation visuelle, en fait, c'est quelque chose que j'échange en interne, puisque ça fait partie si vous voulez, c'est des données assez sensibles qui permettent à l'entreprise de se démarquer, de gagner du temps, de monter en qualité. Donc, c'est de l'ingénierie numérique propre à l'agence. Donc, en fait, pour répondre à la question, par contre, en interne, on se fait plaisir. On a un petit processus de demande, effectivement. Tiens, je veux accéder à une information, mais que Revit ne me donne pas nativement. Donc, on a un système comme on peut retrouver un peu dans les agences informatiques, où il y a une demande, il y a une sorte de ticket. Hein, voilà, j'ai besoin d'un outil qui permettrait de faire ça. Et après, moi, j'interviens, je trie l'information, j'essaie de voir si on peut traiter l'information déjà dans Revit avec une famille. Vous voyez, en fait, j'essaie de voir un peu le panel des solutions qu'on peut avoir. Et puis, en dernier recours, effectivement, il y a la programmation visuelle et on met en place un outil et on le diffuse dans ces 6 agences.
Et après, cet outil est expliqué, on va le retrouver le lundi matin, par exemple, au travers d'une présentation. Tous les lundis matins, de 11h à midi, on a un atelier qui permet de montrer les outils, d'avoir l'explication en vidéo. Et cette vidéo, par exemple, on va la retrouver dans Teams. Voilà. C'est un atelier que que tous mes collègues architectes dans les équipes peuvent visionner et ensuite aller retrouver l'outil dans leur bibliothèque et s'en servir. Voilà. Donc, on est sur du développement continu numérique et de la formation en interne en même temps pour pour se constituer nos outils sur mesure et avancer comme ça, gagner en temps et en qualité. Et ça, c'est plus largement, ce sont des pratiques qui sont largement diffusées, mais surtout dans les grandes entreprises, par exemple. On peut retrouver aujourd'hui toutes les grandes entreprises qui travaillent en France et qui sont expertes en BIM ont leur propre plugin, par exemple. Elles sont allées un peu plus loin dans la programmation, elles ont développé leur propre plugin dans Revit et ça permet justement, voilà, c'est une des stratégies aussi qui permet d'argumenter le choix de Revit. Cette disponibilité, cette possibilité de la feuille blanche, en fait, de se créer ses propres outils. Par contre, ça demande d'avoir les compétences, le temps, la formation et tout un processus derrière. Voilà. Il n'y a rien de simple, en fait. Concrètement, c'est un métier, c'est presque du développement d'application. Donc, ça demande de s'y consacrer. Mais voilà, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend des moyens. On reste un groupe, voilà, c'est une entreprise qui a quand même 80 salariés. Donc, vous voyez, en termes d'échelle, ça se comprend, ça se planifie, ça s'organise avec les ressources humaines, etc. On pourrait se poser la question sur la majorité aujourd'hui des architectes en France qui sont entre 1 et 3 personnes. Voilà. Est-ce que cet outil est vraiment adapté? Est-ce que ce processus-là qu'on vient de voir ensemble est vraiment adapté? Je pense qu'il y aura matière à discuter et à se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Quelles sont les autres alternatives aujourd'hui? Et donc, au milieu de ce travail en interne de formation, d'accompagnement, d'assistance en tant que BIM manager, est-ce que vous laissez complètement de côté la partie conception? En tout cas, bonne question. Alors, dans ma gestion du temps, oui. Là, concrètement, j'ai plus le temps de faire un projet, heureusement, puisque ça permettrait de ni faire l'un ni faire l'autre. Après, comment dire? Aujourd'hui, voilà, vous l'aurez vu, je suis assez jeune, je suis BIM manager junior. J'ai eu l'occasion de faire des projets d'architecture dans le logement, des ERP. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, je participe à la conception des projets, mais indirectement. C'est-à-dire que voilà, dans la création d'outils, dans l'accompagnement de mes équipes, dans la formation de mes équipes, et en fait, nous travaillons sur les projets en cours. Nous travaillons sur des détails techniques, des solutions numériques à trouver dans le but de créer de l'architecture. Donc, indirectement, je participe toujours à la conception et plus particulièrement, par exemple, sur les concours. Oui. Paradoxalement, dans les agences, je participe au concours pour pouvoir proposer des moyens de faire informatiquement ce qu'on a besoin de construire à terme dans l'architecture. Voilà. Par contre, je ne dessine plus des projets de A à Z, je ne fais plus de gestion de chantier comme le ferait un architecte dans une agence. Mais bien heureusement, sinon, en termes de gestion du temps, je pense que ça imploserait. Très compliqué. Ça ne serait pas possible. Voilà. Et de tous les développements que vous mettez un peu en place par la programmation, est-ce que, en tant que BIM manager, vous faites entre guillemets, un retour client par rapport au développeur du logiciel pour qu'il fasse évoluer aussi son logiciel en fonction des attentes des architectes? Ou alors, est-ce que, comme vous disiez, les spécificités que vous développez, elles vous sont propres parce qu'elles vous permettent de vous démarquer sur le marché et du coup, entre guillemets, vous le dites à personne et puis vous gardez votre fonctionnement? Alors, c'est les deux. C'est oui et c'est non. En fait, non, mais c'est une bonne question. C'est, si vous voulez, en quoi les développements qu'on fait chez Groupe participent à questionner le logiciel, en gros Revit, et questionner Autodesk sur son propre développement. La réponse, elle est très simple, elle est très limitée. C'est oui, mais de manière très limitée, puisque Autodesk a son propre fonctionnement, c'est-à-dire qu'on peut faire des requêtes, et vous verrez qu'il y a tout un forum qui permet de faire remonter des demandes de modification, de mise à jour. Hein. Et moi, en ce qui me concerne, ce serait l'API, par exemple. Parce que la limite de la programmation, c'est visuel dans Revit, c'est l'API, c'est-à-dire jusqu'où Autodesk me donne la liberté de jouer avec les éléments qui sont dans la maquette. Donc ça, c'est un premier élément de réponse.
Et après, un deuxième élément de réponse, ce serait en interne, en fait. En interne, effectivement, ça reste des données sensibles. Tous ces scripts-là sont des données sensibles propres à la groupe. Mais ça dépend de quel client on parle. Parce que pour moi, par exemple, je peux considérer mes propres équipes d'architectes comme mes propres clients. C'est-à-dire que je cherche j'émets des solutions numériques pour les équipes d'architectes à la groupe. Et en ce sens, par contre, c'est nos limites dans la limite même de la programmation visuelle. C'est-à-dire tant que j'aurai moyen d'accéder à l'information dans la maquette numérique, nous pourrons nous constituer nos outils sur mesure pour architectes. Et plus largement, demain, une agence d'ingénieur pourrait faire la même chose, et c'est déjà le cas. Il y a des entreprises aussi qui ont pris part à ce processus et qui se créent leurs propres outils d'automatisation, de concessions assistées, quoi. Donc, ça dépend de quel client on parle. Si on parle de l'Est, effectivement, voilà, l'ensemble de la communauté des utilisateurs Revit, bien sûr, mettre en valeur les limites du logiciel, demande des mises à jour. Mais la réalité, c'est que voilà, dans les mises à jour qui sont proposées par Revit chaque année, le nombre de mises à jour est dérisoire par rapport au nombre de retours que font les gens. Donc oui, moi, en tant que BIM manager, je participe à faire ces retours-là et je viens créer mes petits jetons sur le forum en disant j'aimerais bien pouvoir créer des plafonds automatiquement dans mes pièces. Voilà. Et aujourd'hui, par exemple, cet exemple-là n'est pas possible. Il sera peut-être possible avec Revit 2022. D'accord. Et au niveau des autres BIM managers, est-ce que entre vous aussi, parce que comme c'est une profession qui est quand même assez naissante, pas forcément très. Enfin, ces missions, on les voit, mais vous en êtes l'exemple parfait. Au final, il y a un panel extrêmement complexe et nombreux de casquettes pour le BIM manager. Est-ce que entre vous, du coup, vous échangez, vous avez aussi des retours et des aléas d'information pour, entre guillemets, s'entraider et petit à petit aussi définir, c'est un mot un peu cheval, un peu cavalier, mais définir la profession aussi du BIM manager. Complètement, en fait. Si la question, c'est voilà, aujourd'hui, concrètement, comment tu trouves tes infos, comment tu participes toi-même à la création de ton propre métier, c'est effectivement les informations, on peut les trouver. Moi, c'est Twitter, par exemple, le matin qui me sauve. Je trouve beaucoup d'informations sur Twitter, et puisque la communauté de la programmation visuelle de Revit, elle est mondiale. La communauté de Dynamo en question sur Autodesk, elle est mondiale. Donc, ça va très, très vite. Il y a énormément d'informations. Donc, c'est un puits sans fond d'informations et de solutions pour pouvoir trouver ce qu'on cherche. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, c'est de la veille. En gros, c'est le métier du manager, comme tous les métiers qui ont un pied dans le développement continu, qui sont dans la proposition de solutions au quotidien pour pouvoir aider les équipes et plus largement aider les co-traitants, aider les maîtres d'ouvrage à mieux définir ce qu'ils ont, leurs besoins, mettre les processus en place. Il faut avoir un pied chaque jour dans ce qui se fait et qu'est-ce qui est arrivé quelles sont les réussites en fait, quelles sont les réussites concrètement qu'un tel a pu faire dans Revit, etc. Donc ça, c'est les forums aident énormément pour ça. Après, de manière plus concrète, parce que les forums, c'est bien, ça fait du bien quand même de voir des gens. Vous avez des plateformes aujourd'hui qui sont très, très efficaces pour ça, comme Exabim, par exemple, qui la raison d'être est de mettre du lien entre les gens, entre les compétences, entre les recherches. Par exemple, il y a un truc génial, Exabim publie les thèses des BIM managers qui sortent de formation d'écoles renommées aujourd'hui. Et vous avez accès à toutes leurs recherches, à tous leurs questionnements. Donc, c'est pareil, ça aussi, c'est un puissant fond d'éléments de réponse, d'éléments de réflexion sur le métier, sur des thématiques très précises qui permettent aussi de prendre du recul sur ce que vous faites au quotidien. Voilà. Et après, c'est à vous-même de construire votre propre réseau en fonction de vos rencontres. Typiquement, il n'y a pas longtemps, j'ai échangé avec un BIM manager sur des questions juridiques. Voilà, je suis allé l'interpeller sur LinkedIn. Je lui ai dit, écoute, tu vois, j'ai des questions en ce moment sur la propriété des maquettes numériques, sur les risques en tant qu'architecte quand on livre des fichiers natifs, par exemple, des fichiers Revit. Quels sont les risques pour un architecte de laisser comme ça sur le cloud, à portée de tous, un fichier dont on peut modifier l'intégralité des données, parce qu'on s'engage quand même, on s'engage un peu sur la qualité de nos plans, sur ce qui est dessiné. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai interpellé ce collègue qui en est un et qui m'a aidé, sur lequel on a échangé. Et puis, de fil en aiguille, comme ça,
Ça, c'est plutôt quelque chose voilà, qui est personnel. Mm. C'est à vous même de solliciter vos confrères, je dirais, comme on peut le faire en tant qu'architecte. Mais je sais qu'il y a pas mal de groupes sur LinkedIn où vous pouvez participer, vous pouvez assister à des visios, prendre part, voilà, échanger un peu aussi votre expérience. Chacun se crée sa propre méthode, sa propre manière de faire. Il y a énormément d'outils aujourd'hui, il faut juste choisir l'outil qui vous correspond mieux. J'en profite pour rebondir par rapport à Exabim, parce que c'est vrai que c'est aussi un des partenaires du BIMS. Donc évidemment, qu'on salue, et notamment Mohamed Kitab, à tous ceux qui nous regardent et qui revisionneront ce live plus tard. Vraiment, n'hésitez pas à aller sur leur site. C'est un site qui est très bien fait, qui regorge d'informations extrêmement classifiées avec des interviews ou comme vous disiez, des thèses qui sont vraiment très, très pointues, très au fait et qui apportent énormément. Moi, personnellement, j'ai beaucoup utilisé pour mon rapport d'études aussi. Donc là, c'est aussi pour les étudiants qui vont se pencher sur la question, que ce soit pour leur mémoire ou leur rapport d'études, ou même par curiosité en fait, intellectuelle pure. N'hésitez pas à y aller. C'est vraiment une mine d'or d'informations pour ce qui est un peu autour du BIM. Et deuxième petit rebondissement par rapport à ce que vous disiez pour la légalité dans le BIM. Alors, nous, du coup, dans le programme de la web radio, on va avoir à 13h45 tout à l'heure un avocat qui va venir nous en parler aussi du point de vue légal du BIM, du légal et juridique. Ah, super. Donc voilà, déjà, je vous invite, si vous avez encore d'autres questions, carrément. Je pense que si j'ai un peu de temps, je les ferai. Lui les poser. Mais c'est vrai que du coup, aussi, on va peut-être, sans grappiller sur l'interview avec. Du coup, j'ai perdu son nom. Monsieur Richard, voilà, l'avocat tout à l'heure. Si je comprends bien, même au sein des praticiens, en fait, de ce métier de BIM manager, vous n'êtes pas encore au fait, en fait, des limites et entre guillemets, de l'ensemble des responsabilités qui vous incombent et entre guillemets, des risques que vous prenez dans votre métier. Ah, c'est ça, ouais. Effectivement, il y a énormément de cas de figure différents. Après, tout BIM manager doit se poser la question de où il se situe. Et typiquement, j'ai ces problématiques-là quand je suis en tant qu'agence d'architecture où la mission de BIM management est assimilée. Vous voyez, en fait, c'est un peu différent de quand on a une mission de BIM manager en maîtrise d'œuvre indépendante de l'architecte. Et mon cas de figure, aujourd'hui, mes questionnements se posent quand l'architecte prend d'office la mission de BIM manager, la compétence du manager, devant un maître d'ouvrage. Ouais. Voilà. Du coup, en fait, les deux missions sont mêlées, toutes les responsabilités sont mêlées à celles de l'architecte. Donc, il y a pas mal de questions de poser justement pour pouvoir gérer les risques, puisque c'est très intéressant. Hein, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis juste que voilà, il y a une attention particulière à avoir là-dessus. Et c'est des questionnements qui sont en cours et il y a plein de manières de pouvoir restituer ça dans la convention BIM, d'ailleurs. Mais j'ai hâte de voir l'échange que vous pourrez faire avec cet intervenant avocat et j'aurai plaisir à pouvoir écouter ça. Ça marche. Mais j'ai perdu mes questions du coup. Mais du coup, oui, tout à l'heure, vous nous expliquiez que donc vous aviez ce rôle au sein de votre agence pour rendre plus performantes vos équipes et plus productives, ainsi que tout le côté management au niveau de AA Group, mais que vous aviez aussi vous faisiez des interventions pour d'autres agences en tant que BIM manager. Là, du coup, ça va plus être de suivi de l'organisation purement factuelle et de la charte graphique de maquette. Enfin, c'est un peu réducteur de dire ça comme ça, mais c'est... Alors, plus simplement, c'est faire en sorte que, comme je le fais en interne, si vous voulez, avec mes équipes, c'est faire en sorte de trouver la meilleure manière de travailler en fonction des co-traitants, c'est-à-dire des personnes qui sont autour de la table. Donc, quand vous êtes en conception, les intervenants sont plus réduits. Vous avez les bureaux d'études, vous avez le maître d'ouvrage, bien évidemment, et puis l'architecte.
Donc, rien que déjà en conception, c'est de faire en sorte que tout le monde va pouvoir échanger l'information avec ses propres moyens. Par exemple, qu'on mette en place des échanges qui soient plus justes, peut-être même plus low cost, low tech, en fonction des interlocuteurs qu'on a sur la table, en fonction de leur degré de maturité. Hein, quelles sont véritablement leurs compétences, qu'est-ce qu'ils savent faire et quel serait le meilleur moyen de pouvoir échanger les informations du projet simplement et en accord avec tout le monde. Et après, par exemple, un autre jalon, c'est la construction. Donc, dès qu'on arrive à l'exécution, il y a quand même toutes les entreprises qui s'ajoutent autour de la table. Donc là, c'est pareil, c'est une nouvelle fois, on redéfinit, même dans la sélection des entreprises, on essaie de définir au mieux comment on va échanger les informations, avec quel support, avec quel format de fichier, quelles sont les règles du jeu, quelle plateforme collaborative, hein, quel est l'environnement de commun de données, où est-ce que sont les données. Voilà. Et ça, c'est à redéfinir sur chaque projet, parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, tout le monde n'a pas les mêmes compétences, tout le monde n'a pas les mêmes préférences, la même histoire avec le BIM. Et aujourd'hui, on est quand même en France, on est toujours sur une phase d'apprentissage, on est toujours sur une phase de formation même. Il y a énormément de gens qui se forment au quotidien et mon but à moi, c'est de mieux cerner l'équipe et de pouvoir ajuster le choix de nos outils, le choix de simplement comment on va échanger les informations. Et en fait, c'est quelque chose qui a toujours existé. Hein. Le BIM, c'est un nouveau prétexte pour pouvoir faire ça. Il y a un métier qui a émergé, mais si vous voulez, c'est cette discipline-là, cette capacité à pouvoir mettre tout le monde d'accord, cette capacité à trouver le juste milieu technique, le juste milieu de comment échanger l'information, ça a toujours existé. C'est toujours une des caractéristiques de l'architecte. Et je pense qu'à l'avenir, on a vraiment un rôle à jouer et à continuer à développer en ce sens. Je pense que si je suis manager aujourd'hui, ce n'est pas pour rien non plus. Je suis issu d'une formation architecte et ce qui me plaît là-dedans, c'est ce travail de management, de relations. En fait, il y a énormément de relations d'homme à homme, avec nos co-traitants, nos clients. Il y a énormément de choses à faire, il y a beaucoup de choses à définir. Donc, il y a de la négociation, il y a de la pédagogie. C'est la belle manière je pense que c'est une belle manière de voir ce nouveau métier-là, et c'est peut-être même plus largement une nouvelle manière d'apprendre les métiers d'architecte, tout simplement. Super. Merci beaucoup.